Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro de 100% Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux de la Haute Assemblée. On va parler d'intelligence artificielle et de ses conséquences sur notre société, puisque les sénateurs ont auditionné le concepteur de l'assistant vocal Siri sur les smartphones, Luc Julia, qui est également directeur scientifique chez Renault et spécialiste de l'intelligence artificielle. Je vous laisse écouter son audition. Et nous avons beaucoup de chance d'avoir pu trouver un créneau horaire avec Monsieur Luc Julia, qui passe énormément de son temps aux États-Unis, mais qui me disait à l'instant qu'il revenait quand même une semaine par mois en France. Initialement, nous avions pris contact avec Monsieur Julia et potentiellement la possibilité de faire cette audition en visio. Je pense que c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde que de pouvoir l'amener physiquement. Et donc, je le remercie très sincèrement d'avoir pris de son temps. La seule chose, c'est que M. Julia a un impératif et devra nous quitter à 11 heures. Donc, je demanderai d'ores et déjà, parce que je ne doute pas que les questions seront fort nombreuses, à l'ensemble de nos commissaires d'être le plus concis possible dans leurs questions pour laisser le temps à M. Julia de pouvoir répondre précisément et dans le détail aux questions qui lui seront posées. Donc, je vous le disais, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Luc Julia, qui est ingénieur informaticien et entrepreneur spécialisé dans l'intelligence artificielle, mais également auteur de plusieurs ouvrages sur ce sujet, tels que « L'intelligence artificielle n'existe pas », ouvrage publié en 2019, ou bien encore plus récemment, IA générative, pas créative, en 2025. Sans détailler l'ensemble de votre carrière, je veux rappeler que vous avez beaucoup travaillé dans la Silicon Valley et que vous êtes l'un des co-créateurs de Siri chez Apple. Vous avez par la suite été directeur technique chez Hewlett-Packard en 2011, puis directeur technique et vice-président pour l'innovation chez Samsung Electronics de 2013 à 2021, avant de cumuler désormais les postes de directeur scientifique du groupe Renault depuis 2021 et de directeur IA de sa branche Ampère consacrée aux véhicules électriques intelligents. Dans vos ouvrages, vous dénoncez un certain nombre d'idées sur l'intelligence artificielle dont vous considérez qu'elles sont fausses et qu'elles créent des attentes ou des craintes démesurées vis-à-vis de ces modèles. Vous expliquez d'ailleurs que l'IA, dont l'histoire débute en 1956, a créé à plusieurs reprises par le passé d'immenses espoirs suivis de désillusions profondes, ce qui a alors conduit les entreprises et les chercheurs à s'en détourner pendant de longues années, ce que certains ont pu appeler les hivers de l'IA. Depuis que l'entreprise OpenAI a mis à la disposition du grand public en 2022 son modèle d'IA générative et conversationnelle, ChatGPT, l'IA s'est considérablement démocratisée. Le nombre de ses usagers a explosé partout dans le monde et le sujet est désormais au cœur de nos préoccupations économiques, sociales, mais également éthiques, tant son potentiel paraît considérable. Dans vos ouvrages, vous insistez beaucoup sur l'idée que les IA ne sont pas créatives et que seuls les humains le sont, que ce ne sont que des boîtes à outils dont nous demeurons responsables. Pourriez-vous revenir pour nous sur ce sujet et nous préciser également pourquoi la création d'une intelligence artificielle générale envisagée par certains acteurs du secteur vous apparaît comme un mythe? Vous estimez que lorsqu'elles sont spécialisées dans certaines tâches, les IA sont des outils exceptionnellement performants qui peuvent libérer du temps pour les salariés ou leur donner la possibilité de réaliser des tâches nouvelles de façon beaucoup plus efficace qu'auparavant. Selon vous, comment utiliser les IA de la façon la plus judicieuse pour améliorer la productivité du travail et de nos entreprises? Considérez-vous
que les entreprises françaises s'approprient suffisamment rapidement les modèles d'IA pour gagner en compétitivité par rapport à ce que vous pouvez observer, notamment aux États-Unis. Les impacts possibles de l'IA sur l'emploi suscitent également beaucoup de craintes. Pensez-vous qu'il y a là une réelle menace, ou bien que, comme lors des révolutions technologiques du passé, l'IA fera certes disparaître certains métiers, mais en créera d'autres, peut-être même davantage. En tout état de cause, comment répondre à l'immense défi consistant à former à l'IA les plus jeunes, mais également les adultes qui sont d'ores et déjà confrontés à cette révolution du travail. Dans vos ouvrages, comme dans vos déclarations, vous vous montrez très critique vis-à-vis des grands modèles de langage d'IA générative tels que ChatGPT, qui reposent sur une course au gigantisme. Pourriez-vous nous expliquer en quoi ils posent problème selon vous, en particulier en matière d'impact environnemental, qu'il s'agisse de leur consommation d'eau ou d'énergie? Peut-on et doit-on réserver les IA génératives à certains cas d'usage et utiliser des IA classiques plus frugales pour des requêtes plus simples? Quel regard portez-vous sur les investissements dans de gigantesques data centers annoncés ces derniers mois, tant aux États-Unis, les 500 milliards de dollars du projet Stargate, qu'en France, les 109 milliards d'euros annoncés lors du dernier sommet mondial sur l'IA de février dernier? Que pensez-vous du modèle chinois DeepSeek, développé pour un coût bien plus faible que celui de ChatGPT? Notre pays nous paraît avoir des atouts importants dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec plus de 1000 startups et une place de 3e pays au monde en nombre de chercheurs spécialisés en IA. Partagez-vous cet avis? Quel regard portez-vous sur la place et la dynamique de la France dans la course mondiale à l'IA? Que pourraient faire de plus les pouvoirs publics pour renforcer les maillons critiques de la chaîne de valeur de l'IA en France? Voilà déjà beaucoup de questions, monsieur le directeur, que je souhaitais vous poser. Quelques sujets qui donc ne manqueront pas d'être très certainement complétés par l'ensemble des membres de la commission qui vous poseront des questions à l'issue de votre exposé. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté cette audition. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir vous écouter. Je vous cède la parole et je précise, comme je le fais habituellement, que l'audition fait l'objet d'une captation vidéo et qu'elle est diffusée en direct sur le site du Sénat. Monsieur le directeur, je vous laisse très volontiers la parole et nous sommes à votre écoute. Madame la Présidente, merci beaucoup. Il faut que j'appuie sur le bouton. Voilà, vous avez appuyé fait pour moi. Merci beaucoup. Alors, effectivement, il y a beaucoup de questions dans votre introduction. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes, mais bon, vous y reviendrez certainement si j'en oublie quelques-unes. Je vais effectivement commencer par un petit exposé rapide de ce que j'appelle l'intelligence artificielle, qui n'est pas forcément la définition que vous entendez, surtout dans les médias et surtout en ce moment, depuis ces 2-3 dernières années, avec les IA génératives. D'abord, comme vous l'avez rappelé, les IA, l'IA, l'intelligence artificielle, a officiellement débuté en 1956. Et donc, ça fait presque 70 ans aujourd'hui que nous avons des vagues successives de ces IA. Ça a commencé avec des IA statistiques. Alors, pour être clair, déjà, les IA, ce ne sont que des mathématiques. Hein. Donc, on va se calmer. C'est uniquement des maths. Et c'est que des maths. Alors, les maths, c'est bien, c'est pas bien, vous décidez, c'est pas grave. Mais c'est que des maths. Et donc, en 1956, ces maths-là, c'était des statistiques, ça n'a pas bien marché. On est effectivement rentré dans le premier hiver de l'IA parce qu'on nous avait promis beaucoup de choses qui ne sont pas réalisées. Et dans les années 60, 70, 80, 90, sont arrivés un autre type d'IA qui étaient des IA logiques, cette fois-ci, au lieu d'être des IA statistiques. Et donc ces IA logiques ont très bien marché. Hein. Pour les plus vieux d'entre nous, on se rappelle des systèmes experts qui ont effectivement très bien marché, puisqu'en 1997, un système expert a battu Kasparov aux échecs, ce qui était relativement impressionnant, si tant est qu'on puisse considérer que jouer aux échecs soit intelligent. Donc, les machines
sont capables d'être meilleurs que les humains, parce que comme vous l'avez aussi dit, je dis en permanence, et j'ai raison, que l'IA, l'intelligence artificielle, si j'ai à donner une définition, je vais dire que c'est une boîte à outils. Une boîte à outils dans laquelle il y a des outils aussi différents que les marteaux, les tournevis, les scies, d'accord ? Et donc ces IA, maintenant je vais les mettre au pluriel, ces IA sont très très différentes, et contrairement à ce qu'on nous dit et ce qu'on nous répète, souvent on nous dit l'IA va être plus intelligente que nous. Ah ben, j'ai un scoop pour vous, les IA sont plus intelligentes que nous depuis très longtemps, parce que quand on définit un outil, par définition, il est meilleur que moi. Sinon, ce n'est pas un outil. Et donc, ces outils qui existent depuis 1956 sont effectivement meilleurs que nous dans les domaines pour lesquels on a défini l'outil. Bon. Et donc, effectivement, aux échecs, par exemple, en 97, l'outil était meilleur que Kasparov, champion du monde, donc que nous tous ici dans la salle. Et dans les années 90, on a oublié en fait ces IA logiques pour revenir aux IA statistiques, parce qu'il s'est passé quelque chose de formidable, et dont vous vous rappelez tous, dans les années 90, est arrivé Internet. Et Internet est arrivé avec quoi ? Est arrivé avec le big data. Donc big data, ça veut dire quoi ? Beaucoup de données. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup de données ? On fait des statistiques. Et donc, on a refait des statistiques, machine learning, vous avez entendu ça, deep learning, c'était les années 90, les années 2000, et puis donc depuis à peu près officiellement pour le grand public 2022, mais en fait depuis 2017, on fait des machines qu'on appelle maintenant des IA génératives. Ces IA génératives ne sont que des IA statistiques, une évolution des IA statistiques avec juste la capacité de traiter plus de données. Machine learning, deep learning, IA générative, des IA statistiques avec de plus en plus de données, de plus en plus de capacités de calcul. D'accord ? Donc, quand on parle de révolution, il n'y a absolument pas de révolution dans les IA qui sont apparues en 2022 pour le grand public, en novembre 2022 avec ChatGPT, mais il y a une évolution de la capacité à pouvoir traiter beaucoup plus de données. Par contre, il y a une révolution. Vous pourrez savoir ce que je raconte. En fait, il y a une révolution dans l'usage. Ce qui est absolument extraordinaire dans les IA, les nouvelles IA, donc ces IA génératives qui sont apparues pour le grand public en novembre 2022, c'est le prompt. Le fait que vous puissiez vous adresser à ces IA directement en langage naturel, sans aucune notion d'informatique, de data science, de choses comme ça. Donc n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de n'importe quoi. Et donc, depuis ces années-là, effectivement, vous avez dit ça a été une révolution d'usage. En janvier-février 2023, en 2 mois, 100 millions d'utilisateurs de ChatGPT 3.5. 100 millions d'utilisateurs, c'est la technologie qui a été le plus rapidement adoptée dans l'histoire des technologies. Donc, impressionnant. Pourquoi ? À cause de ce prompt, parce que ce prompt me permet de m'adresser directement à ces IA en langage naturel sans aucune notion, encore une fois, d'informatique. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est aussi dangereux. Parce que ça veut dire que tout le monde peut faire n'importe quoi. Et je ne sais pas si vous êtes amusé à faire vos starter packs, mais un starter pack, c'est n'importe quoi. Ça ne sert strictement à rien, sauf à faire péter la planète. Et ça, on va y revenir certainement. Donc, ces IA aujourd'hui ne sont que des outils, il faut les considérer comme tels. Et en fait, je vais vous dire même une autre chose à propos de ces IA. Je vous ai dit que ça a commencé en 1956. En fait, moi, en tant que Français, franchouillard de base, je fais commencer les IA en 1642. 1642, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a Pascal, que vous connaissez tous, mathématicien, philosophe français, qui a inventé la pascaline. Et la pascaline, c'est quoi ? C'est la première machine à calculer. Et la première machine à calculer qui faisait des additions et des soustractions, que je vais vous mettre au défi de faire vous maintenant, parce que ça faisait des additions et des soustractions à 4 ou 5 digits. Donc, par exemple, 1769 plus 498. À vous. Voilà. Bon, donc vous ne l'avez pas eu, c'est pas grave. La pascaline, en 1642, la pascaline aurait eu cette équation, cette addition, en 4 secondes. Okay ? Et elle aurait eu juste elle. Donc, si j'avais été chinois, je vous ai dit que le boulier était une intelligence artificielle. Si j'avais été grec, j'aurais certainement pu trouver un truc dans la Grèce antique qui avait l'air de faire des trucs intelligents. Parce que ces IA
ont juste l'air de faire des trucs intelligents dans des domaines particuliers. Et donc maintenant, quand on va parler de AGI, donc Artificial General Intelligence, pourquoi certains, des gens qui sont, on va dire, influencés par leurs propres intérêts, disent que ça va arriver. AGI, donc c'est Artificial General Intelligence, c'est l'intelligence artificielle générique, générale, qui fera tout le temps, beaucoup mieux que nous et n'importe quoi. Cette AGI est impossible. C'est juste impossible statistiquement tant qu'on utilise des mathématiques. D'accord ? Donc je ne vais pas vous dire que je vais savoir exactement ce qui va se passer dans le monde dans les 1000 ans qui viennent. Peut-être qu'avec du quantique, on réussira à faire des choses. La différence entre le quantique et l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que le quantique, c'est de la physique. Et les mathématiques, ce n'est pas de la physique. Les mathématiques est une approximation de la physique. D'accord ? Donc la mathématique, on essaye de décrire le monde tel qu'on peut, et malheureusement, la mathématique n'est pas le monde. D'accord ? Et donc du coup, quand on fait des statistiques, alors je ne sais pas vous, mais le 100% en statistique n'existe pas. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le parfait n'existe pas. Et donc, quand on parle d'AGI, on parle du parfait. On parle d'un truc qui serait absolument extraordinaire, qui ferait tout bien, tout le temps, et mieux que nous. AGI, Artificial General Intelligence. Donc, ça, c'est pas possible. C'est juste mathématiquement impossible. Un exemple de AGI, qui est dans un domaine particulier, mais un exemple d'AGI, ça serait la voiture autonome niveau 5. Alors là, je vais vous calmer tout de suite sur la voiture autonome niveau 5. Monsieur Musk, que j'adore, nous promet la voiture autonome niveau 5 depuis 2014. On est en 2025. Les Tesla aujourd'hui, alors niveau 5, oui, il faut expliquer un tout petit peu, il y a 5 niveaux d'autonomie dans les voitures autonomes. Bon, niveau 1, c'est pas autonome du tout, etc. Et puis bon, vous imaginez, niveau 5, c'est complètement autonome, ça va d'un point A à un point B sans écraser mémé au milieu. Donc, cette voiture-là, elle n'existe pas. Et elle n'existera jamais. Je vais vous le prouver, hein, je ne vais pas juste vous le dire, je vais vous le prouver mathématiquement, parce que je suis mathématicien, donc je peux faire que ça. Bref, donc, la voiture niveau 5 n'existe pas, n'existera jamais. La voiture niveau 4 existera, elle existe déjà d'ailleurs dans les robotaxis. Si vous avez été à San Francisco récemment, vous avez peut-être vu ces robotaxis circuler sans chauffeur. Ça existe à San Francisco, Phoenix, Austin, Los Angeles. Ça existe beaucoup en Chine aussi. Mais ces robotaxis, comme vous le savez peut-être, ils sont limités non seulement dans la géographie dans laquelle ils peuvent opérer. D'accord ? Donc déjà, cette limitation dit qu'on n'est plus au niveau 5. À partir du moment où on limite, on n'est plus dans le général. Et ces robotaxis aussi ne sont que 300 dans chacune de ces villes parce qu'en fait, ils sont télécommandés. Alors, ils ne sont pas télécommandés tout le temps, mais dès qu'il y a un problème, ce qui arrive à 0,1% du temps, d'accord ? Eh bien, il y a un gars quelque part dans un centre de commande qui a un joystick et une caméra et qui sort la voiture de la mouise dans laquelle elle s'est mise. Donc, il faut bien comprendre que ces voitures sont remote control, donc il y a une intervention humaine à un moment donné. À partir du moment où il y a une intervention humaine, ce n'est plus des voitures autonomes niveau 5. Ce que nous promet donc Musk depuis 2014, les Tesla aujourd'hui sont 2.5. Donc on est encore très très loin. Mais encore une fois, il y a des voitures qui arrivent au niveau 3 aujourd'hui, qui ne sont pas des voitures robotaxi, et les voitures niveau 4 arriveront. Pourquoi la voiture niveau 5 n'existera jamais ? Donc, définition, on va dire, ou démonstration rigolote, pour vous les Français, pour vous les Parisiens, pour vous les gens qui avaient pris déjà... pour vous aussi ? Ouais, enfin pour vous surtout, parce que moi je ne conduis pas à Paris. Donc vous faites ce que vous voulez, mais vous avez des chauffeurs, donc c'est pas grave. C'est... pas tout le monde, non, mais ça dépend. Donc il y en a qui ont de la chance d'avoir des chauffeurs. Et la présidente en a un chauffeur, donc c'est très bien. Mais bon, donc le chauffeur en question, qui va prendre la fameuse place de l'Étoile à 18h. Ben, place de l'Étoile à 18h, si vous voulez, voyez, vous mettez une voiture autonome sur une de ces 10 avenues de la place de l'Étoile, la voiture autonome va faire ça. D'accord ? Et elle ne va pas pouvoir traverser la place de l'Étoile, pour une raison simple, c'est que la voiture autonome, elle fait un truc super bien, elle suit le code de la route. Et si vous suivez le code de la route à 18h sur la place de l'Étoile, vous n'avez absolument aucune chance de traverser cette place. Ben, vous le savez mieux que moi. Hein,
Donc voilà. Mais bon, ça c'était une blague, c'était pour rigoler. Je vais vous raconter la vraie histoire. Et la vraie histoire, c'est quelque chose qui s'est passé en 2018. En 2018, donc, le PDG de Waymo qui est la compagnie qui opère ces taxis autonomes dont je parlais à San Francisco et ailleurs, le PDG de Waymo de l'époque a dit bon, j'en ai marre d'entendre les bêtises d'Elon Musk. Je vais faire don de toutes mes données, qui sont des données de conduite, des vidéos de conduite dans le monde entier de mes voitures, 10 millions de miles, que je mets à disposition de la communauté pour qu'on arrive le plus rapidement possible au niveau 4. On n'arrivera jamais au niveau 5, mais pour qu'on arrive au niveau 4, je mets à disposition ces 10 millions de miles. 10 millions de miles, c'est beaucoup. Et il met ça sur YouTube. Et donc, des gens comme moi qui s'intéressent au domaine, on se précipite donc sur YouTube pour aller voir un peu ces 10 millions de miles. Alors, je n'ai pas eu le temps de regarder les 10 millions de miles, je ne vous cache pas que c'est un peu long, même en accéléré. Mais bon, j'ai pas eu besoin, en fait, pour trouver ce que j'appelle une pépite. C'est quoi une pépite? Une pépite, c'est un truc qui prouve que j'ai raison. Et donc, là, en l'occurrence, j'ai mis à peu près 20 minutes pour trouver ma première pépite, et j'en ai trouvé des dizaines depuis. Hein. Mais ma première pépite, je vais vous la raconter, donc elle est assez simple. On voit une voiture qui est en train de rouler dans les rues de Mountain View. Et Mountain View, donc c'est le headquarter de Google. On voit cette voiture qui roule. Alors Mountain View, c'est chiant comme la mort. Hein. Je ne sais pas si vous y avez été déjà, mais il ne se passe rien. Et donc la voiture est en train de rouler, et tout d'un coup, elle s'arrête. Elle attend 2-3 secondes, elle fait 2-3 mètres, elle s'arrête. Elle attend 2-3 secondes, elle fait 2-3 mètres, elle s'arrête. Elle fait ça 5-6 fois, et la caméra est passée au-dessus du windshield, du pare-brise, et donc on voit les mains de l'opérateur, ce qui s'appelle le safety driver, on voit donc les mains du gars qui prend les commandes et qui s'en va. Parce que les mecs derrière commencent à s'énerver. Pourquoi le mec, il s'arrête tous les 3-4 mètres? Ça n'a strictement aucun sens. Ça n'a aucun sens jusqu'à ce qu'on regarde bien la vidéo. Et quand on regarde bien la vidéo, on voit que sur le trottoir, il y a 2 gars qui marchent dans la même direction que la voiture. Okay. Bon, jusque-là, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est pas très grave. Mais quand on regarde vraiment très très bien, on voit que celui qui est le plus près de la chaussée, donc sur la gauche du trottoir, quand il marche donc dans la même direction de la voiture, sur son épaule, il a un panneau stop. Alors vous humains, vous voyez un gars sur le bord de la route qui marche avec un panneau stop, vous humains, vous vous arrêtez pas. Vous trouvez qu'il y a un débile qui est sur le côté, qui a un panneau stop sur les... Voilà. Et donc vous dites, c'est débile. Ça n'existe pas, ça n'est jamais arrivé, c'est un truc, j'ai jamais vu ça. Mais moi, je suis intelligent, j'analyse la situation, et la situation me dit, c'est un débile. Okay, et je continue tranquillou. La voiture super intelligente, autonome, qui n'a jamais vu le cas non plus, d'accord? Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un panneau stop, et puis un panneau stop, et puis un panneau stop, et puis un panneau stop. Voilà. Bon, alors juste avec un exemple comme ça, et des exemples comme ça, quand il y en a un, ça veut dire qu'il y a une infinité. Okay, et donc le problème, c'est que l'infini, c'est beaucoup. Vous voyez? Et donc, à partir du moment où on a un cas comme ça, qui est un cas qui n'existe pas, mais qui va exister, la généricité n'est pas possible. Okay, donc ça, c'est réglé. On n'a plus besoin d'en parler. Maintenant, je vais parler vite fait, avant que vous passiez aux questions, des impacts. Parce que vous avez parlé un tout petit peu des impacts écologiques de ces IA. Alors, les IA, les vieilles IA, on va dire, hein, donc les IA logiques, prenaient pratiquement aucune ressource. D'accord ? Quand vous faisiez les modèles, c'était en fait des arbres de décision. C'était vous, avec le cerveau, qui faisiez les arbres de décision. Et après, ça suivait les arbres de décision, ça prenait pratiquement pas d'électricité. Les vieux modèles statistiques, depuis les années 90, donc au début d'Internet, quand on a commencé à faire ces choses-là en machine learning, deep learning, faire les modèles, ça prenait des ressources. Ça prenait donc des ressources de data centers. Et vous savez tous que les data centers prennent de l'électricité, font du CO2, surtout avec maintenant mon nouveau président qui adore tout ce qui est charbon, pétrole, etc. Donc on va avoir des nouveaux data centers. Vous avez parlé de Stargate. Alors, la bonne nouvelle de Stargate, c'est que les 500 milliards, il ne les a pas. Hein. Donc il n'a que 10 sur les 500, mais bon, c'est Trump, donc il raconte n'importe quoi. Et donc, les data centers, on sait tous que ça prend effectivement beaucoup d'électricité.
Et quand on entend que Microsoft, par exemple, est en train de réfléchir à mettre à côté de chacun de ces data centers une petite centrale nucléaire, bon, aux États-Unis, il n'y a pas de régulation comme il y a en Europe, en moins, et donc ça fait un peu peur, d'accord? Mais bon, en Europe, on aura la régulation qui nous permettra peut-être de ne pas faire ça. Mais en tout cas, bon, on sait que ça prend beaucoup d'électricité. Ce qu'on sait moins, c'est que les IA génératives, elles prennent non seulement de l'électricité et des ressources au moment où on crée les modèles, et donc plus les modèles sont gros, et plus ça prend d'électricité. Il se trouve que quand on parle par exemple de ChatGPT, on parle de 1200 milliards de paramètres. 1200 milliards de paramètres, ça ne veut rien dire. Vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire, 1200 milliards de paramètres. 1200 milliards de paramètres, c'est tout Internet. Le truc, il a bouffé tout Internet. Okay, et donc, il y a tout dedans. Donc c'est pour ça que quand on vous annonce ChatGPT 5, ben vous allez attendre longtemps en fait. Parce que ce n'est pas possible. D'accord, il n'y a plus de data. Il n'y en a plus. On a tout bouffé. Sauf si on met les data synthétiques, c'est-à-dire les data qui sont créées par les IA elles-mêmes. Et là, ça va être embêtant parce que les data, comme je vais vous le dire dans quelques minutes, les data qui sont générées par ces IA sont souvent fausses. Okay, parce qu'elles sont aussi fausses que ce que vous trouvez sur Internet. Et vous savez certainement que sur Internet, il n'y a pas que des trucs vrais. OK? Non, vous ne saviez pas? Ouais. Bon, il est temps que vous sachiez. Donc, je vais vous le dire tout à l'heure, encore une fois. Je m'ai fait venir, je ne suis pas venu pour rien, donc je suis content que la représentation nationale sache maintenant que sur Internet, il n'y a pas que les trucs vrais. Bref, donc, les IA génératives, elles ont une particularité, c'est que non seulement donc, ça va prendre des ressources au moment où on crée les modèles, et énormément, donc on parle de créer un modèle maintenant d'IA générative, c'est des mois de GPU, vous avez tous entendu parler des GPU, qui sont à la mode aujourd'hui. Hein. On a vu ça la semaine dernière avec Vivatech. On a signé avec le provider de GPU mondial. Bref, donc ces GPU prennent énormément d'électricité, ça on sait. Ce qu'on sait moins, c'est que ça prend aussi de l'électricité au moment de l'inférence. L'inférence, c'est quoi? C'est au moment où on utilise ces IA. D'accord? Les vieilles IA, il y a 2-3 ans, elles n'utilisaient pratiquement pas d'électricité à l'inférence, au moment où on les utilisait. Machine learning, deep learning. IA générative, les modèles sont tellement gros que ça, pour aller chercher les résultats, les réponses, ça utilise aussi de l'électricité, ça utilise aussi des ressources au moment de l'inférence. Et donc, bon, ça, c'est embêtant, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites une requête ChatGPT, vous pétez de l'électricité. Bon, là, on a encore une fois une bonne notion de ce que ça veut dire au niveau des data centers. Ce qu'on sait moins, et ce qu'on ne réalise pas encore tout à fait, c'est que ces data centers, non seulement ils prennent de l'électricité, mais ils utilisent aussi de l'eau. Et l'eau, c'est intéressant parce que c'est l'eau pour refroidir les machines qui se chauffent entre elles. Le fait que vous ayez des milliers de machines dans un data center fermé, ils se chauffent entre eux, d'accord? Ces machines se chauffent entre elles, et donc vous avez des circuits d'eau qui sont des circuits de refroidissement. Et malheureusement, comme ça utilise, ces IA, les nouvelles IA utilisent de l'électricité et des ressources en eau aussi au moment de l'inférence, ça veut dire qu'entre 10, alors ça dépend de la complexité des requêtes, mais entre 10 et 30 requêtes ChatGPT, c'est 1,5 litre d'eau, plouf, qui disparaît. 1,5 litre d'eau pour 10 à 30 requêtes ChatGPT. Donc toutes vos starter packs là, que vous êtes amusés à faire, vous avez pété des milliers de litres de flotte. Okay, et ça, on n'en sait rien. Parce que, bon, on ne se rend pas compte, c'est loin des yeux, loin du cœur, hein, les data centers. Donc, on ne se rend pas compte de ça. Et même Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a avoué, il n'y a pas très longtemps, dans une interview, que, effectivement, lui, il a dit 3 requêtes. Il s'est un peu tiré une balle dans le pied. 3 requêtes, il a dit 1,5 litre de flotte. Mais bon, bref. Donc, tout ça pour dire que ça utilise énormément de ça. Alors, bon, évidemment, ce n'est pas de l'eau salée, hein, c'est de l'eau douce. Donc, autant faire les choses correctement, on pète de l'eau douce, et donc des milliers, des millions de litres par jour, parce qu'il y a des millions de requêtes qui sont faites par jour. Okay, donc, il faut juste avoir conscience de ça. Je ne vous entends pas, mais il faut juste avoir conscience de ça. Un autre truc que je veux dire vite fait, et puis je vous laisse vraiment la parole, c'est l'histoire de pertinence, dont je parlais un peu tout à l'heure. Parce que on dit, bah, c'est super, l'IA, on fait plein de trucs avec, machin, vous vous amusez avec, vous faites vos résumés avec, machin, et tout ça. Bravo, super. En avril 2023,
il y a un avocat qui s'est dit, je vais demander à l'IA à New York, barreau de New York, je vais demander à l'IA qu'il me fasse ma plaidoirie. Il avait un cas où il avait un plaignant qui n'était pas content d'une compagnie aérienne. Donc il rentre les 2-3 éléments qu'il lui faut et ChatGPT, en 15 secondes, lui pond une plaidoirie. Il envoie la plaidoirie au juge et le juge, quelques jours après, lui renvoie un mot, lui dit « Bravo, c'est la meilleure plaidoirie que tu m'aies jamais envoyée. » L'avocat est super, j'ai gagné 6 heures de mon temps, je vais être très riche maintenant parce que je peux prendre plein de cas et c'est super. Mais le juge continue et lui dit, bon, c'est super, c'était super la plaidoirie, il y a un seul petit problème, c'est que toutes les jurisprudences que tu cites à la fin, elles n'existent pas. Les case numbers ont l'air OK, les juges, les noms des juges ont l'air OK, mais ça n'existe pas. Donc l'erreur qu'a fait cet avocat, il a fait 2 erreurs. La première, c'est qu'au moment où il a parlé à ChatGPT, où il a demandé à ChatGPT, il n'a pas donné de référence. Et la deuxième erreur, c'est qu'il n'a pas relu son truc à la fin. D'accord ? Relire, c'est bien. Hein, c'est plutôt une bonne chose. Hein, parce que comme je vous disais tout à l'heure que le 100% n'existe pas, le 60% existe. C'est-à-dire que ces IA sont pertinentes à 64%. Alors ça, 64%, c'est un chiffre qui fait un peu peur. Hein, parce que vous vous dites quand même que ça veut dire que 36% du temps, le truc, il me raconte n'importe quoi. Et c'est super difficile à prouver, c'est super difficile à montrer, mais l'université de Hong Kong a réussi à faire un truc qui est rigolo, que je vais vous décrire maintenant, qui montre ce chiffre. Pourquoi c'est super difficile à prouver ? Parce que quand vous interrogez ces IA, la façon dont vous posez la question, vous donnez déjà plus ou moins la réponse. C'est-à-dire que vous orientez la réponse et pour vous, du coup, ça devient pertinent. C'est-à-dire que si vous demandez à l'IA « montre-moi que la Terre est plate », il va vous montrer que la Terre est plate. Parce qu'il y a des sites platistes qui existent et donc il va vous montrer que la Terre est plate. Et donc c'est pertinent. C'est ce que vous avez demandé. D'accord ? Donc c'est compliqué de comprendre ce que c'est la pertinence. Mais là, l'université de Hong Kong donc, a fait quelque chose d'intelligent. Ils ont pris des millions de faits communément acceptés comme vrais. Des faits communément acceptés comme vrais, c'est quoi ? 2 plus 2 égale 4. Okay ? Bon, on est tous d'accord que c'est comme ça. Et donc, ils ont pris ces millions de faits et ils ont demandé à l'IA, est-ce que ce fait est vrai ? Si l'IA dit c'est vrai parce que c'est vrai. Si l'IA dit c'est faux parce que c'est vrai. Suivez là ? Ouais, c'est bon ? Ok. Donc, à la fin, on compte les vrais et les faux. Et donc, ce qu'ils ont compté, 64% de vrai. Ça veut dire que 36% du temps, l'IA dit qu'un truc vrai est faux. Et ça, c'est statistique. C'est-à-dire qu'il ne va jamais dire les mêmes. D'accord ? Et donc, c'est un peu embêtant, parce que ça veut dire quand même que ces trucs-là disent n'importe quoi. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est que maintenant, les IA sont en train de s'auto-alimenter exactement avec leur data synthétique. Et donc, du coup, on voit, il y a un papier d'OpenAI qui est sorti il y a 2 semaines, donc c'est tout récent, qui montre, et bon, ils n'ont pas trop fait de pub là-dessus d'ailleurs, qui montre qu'en 2 ans, on a perdu 2%. Parce que petit à petit, donc, la pertinence descend. Parce que de plus en plus, on met, pour être clair, du caca dans les IA. OK ? Voilà, c'était mon exposé. Maintenant, c'est à vous de shooter. Merci beaucoup. En tout cas, je vois que ça a vraiment à la fois interpellé et je pense que les questions ne vont pas manquer. Je vais d'abord laisser la parole à Patrick Chaise et ensuite on attaquera le lot des questions. On les prendra, si vous le voulez bien, après l'intervention de Patrick, 3 par 3, de façon à ce que vous puissiez y répondre. Patrick Chaise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, alors je tiens à dire que mon intervention n'a pas été réalisée avec l'aide de ChatGPT. Donc, ces dernières années, la France a su faire émerger de nombreuses start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle, dont un certain nombre sont parvenus à devenir des licornes. S'il s'agit là d'un beau succès, mais selon vous, comment faire en sorte, en matière de financement, de permettre à davantage de ces jeunes entreprises de réaliser en France ou en Europe les levées de fonds dont elles ont besoin pour croître ? Comment éviter que nombre d'entre elles, on pourrait étendre cette notion-là aussi aux chercheurs, vous en êtes un exemple, ne finissent par partir aux États-Unis ou par être rachetées par des entreprises américaines ? Quel regard portez-vous sur la façon dont l'Union européenne régule l'intelligence artificielle, en particulier à travers l'IA Act ? Êtes-vous favorable à la mise en place d'une gouvernance mondiale de l'IA ?
Pensez-vous qu'il s'agisse d'une perspective réaliste dans un contexte de rivalité exacerbée entre les grandes puissances dans le domaine? S'il convient de ne pas fantasmer des peurs excessives sur l'IA, quels sont néanmoins les risques auxquels nous devons nous montrer attentifs? Et enfin, une toute dernière question sur les mobilités. Quelle est donc l'application de l'intelligence artificielle dans les mobilités? Vous avez parlé de la véhicule autonome, mais sur les autres mobilités, comment voyez-vous les choses? Ouais. Alors, encore une fois, moi, je suis plutôt monomodal, vous voyez, donc me poser 5 questions à la fois, j'ai du mal, mais je vais essayer de répondre. Alors d'abord, sur la place de la France et sur la qualité de nos chercheurs et la qualité de ce qu'on est en France. Il faut se dire une seule chose, c'est qu'on est les meilleurs. Et malheureusement, on ne se le dit pas, alors je ne sais pas dans cette assemblée ici, mais on ne se le dit pas assez. On aime bien se flageller, d'accord, en France. Vous aimez bien vous flageller et vous dire que vous êtes nuls, qu'il y a le nivellement par le bas, que notre éducation est à chier, d'accord. Donc tout ça, c'est ce que j'entends de là-bas, et ça me fatigue. Ça me fatigue parce qu'on est les meilleurs. On est les meilleurs, point. Et ça, c'est pas moi qui le dis, en fait. C'est, par exemple, les médailles Fields. Encore une fois, je vous rappelle que l'IA, c'est que des mathématiques. Et donc, les médailles Fields, on a, nous, en France, le plus de médailles Fields dans le monde. Point à la ligne. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est les meilleurs en maths du monde. Et si on est les meilleurs en maths du monde, c'est parce qu'on est aussi les meilleurs en IA. Et donc, c'est pour ça que dans la Silicon Valley, et vous l'avez noté, il y a beaucoup de gens qui sont partis, mais qui sont partis il y a longtemps. Moi, je suis parti il y a 32 ans. Yann Lequin est parti il y a 30 ans. Donc, les vieux sont effectivement partis il y a longtemps. Depuis 2013 en France, depuis la French Tech, depuis la BPI, il y a des pépites qui se forment en France. On a retrouvé le goût de l'entrepreneuriat. Et donc, on a aussi retrouvé le goût de faire des choses qui sont intelligentes en France. Je n'ai pas répondu à DeepSeek tout à l'heure, mais je vais y revenir certainement. Donc, on est les meilleurs. Ce qui se prouve dans la Silicon Valley aussi, on est 55 000 Français dans la Silicon Valley. Il y a la moitié de boulangers et la moitié d'informaticiens. Et les informaticiens, on se les arrache pour faire de l'IA, parce qu'on est les meilleurs en IA. Et quand vous regardez n'importe quelle boîte, alors Meta, Netflix, Google, enfin vous c'était n'importe quelle boîte de la Silicon Valley, le chef de l'IA est français. Donc déjà là on va se détendre, d'accord? On va arrêter de se flageller, on va se dire on est les meilleurs. Et il faut se le répéter tous les jours, et moi je le répète tous les jours, parce qu'on est les meilleurs. Bon, ça c'est réglé. Maintenant, le problème des financements, c'est un énorme problème. On n'a pas de capital risque en Europe. On n'a pas de capital risque en France. Alors là, je vais certainement rentrer un peu dans une polémique dans laquelle je n'ai absolument pas ma place, parce que de toute façon, je n'y connais rien. Mais quand on a 600 milliards dans les livrets A qui sont disponibles, quand on a 1600 milliards dans les assurances vie qui sont disponibles, moi je vois le modèle américain. Alors, le modèle américain est ce qu'il est, hein, c'est pas la panacée, mais les fonds de pension, comme on les appelle là-bas, ce sont eux qui financent les VC, les venture capitalistes, les capital risqueurs. Les VC ici en France, et je ne les critique pas parce qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, la moyenne d'un fonds VC en Europe, en France, c'est 200-300 millions. 200-300 millions, vous ne pouvez pas faire des investissements de 100 millions. Et donc, quand vous avez une scale-up, donc une start-up qui doit maintenant scaler, et on a vu ça avec Mistral par exemple, quand vous avez une scale-up, on ne parle pas de 10 millions, on ne parle pas de 5 millions, on parle de centaines de millions. Et aucun VC français, européen même, n'est capable de faire ça. Et c'est dommage parce que l'argent, il y en a. Il y en a donc dans les deux institutions dont je viens de parler, et il y en a dans les compagnies privées. Les compagnies privées françaises, vous avez des fois la première fortune du monde qui est française, d'accord? Donc il y a plein de sous dans les entreprises. Les entreprises aux États-Unis font partie des VC corporate, comme on dit, donc les venture capitalistes qui font de l'investissement
des corporations, des entreprises, et elles font partie donc de cette prise de risque dans ces jeunes pousses, dans ces entreprises. Un exemple, en 2019, alors ça a un peu changé après la pandémie, mais en 2019, Google, que vous connaissez tous, a acheté 300 compagnies, une par jour. D'accord ? Google a acheté 300 compagnies en 2019. Je ne vous demande pas combien Dassault ou combien LVMH a acheté de compagnies en 2019. Renault, oui, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, les compagnies françaises, et Renault n'est peut-être pas la meilleure exemple dans ce cas-là, les compagnies françaises qui ont des sous n'investissent absolument pas dans les pépites. Voilà, alors donc le problème, c'est effectivement, le risque, c'est effectivement monter sur la table. Aux États-Unis, dès la petite enfance, on vous apprend à monter sur la table pour dire n'importe quoi. D'accord ? Et bon, c'est une culture, c'est comme ça, et ils font très bien, hein, ils disent n'importe quoi. Mais bon, vous montez, vous n'avez pas honte, vous montez sur la table. En France, je me rappelle, si au CP, vous vous dites un mot de travers quand vous lisez votre petit texte qu'on vous a demandé de lire, au coin. D'accord ? En France, en entreprise, vous faites une petite bêtise, au placard. Le risque aux États-Unis est rewardé, je sais plus comment est récompensé. Donc on a ces récompenses dans le sens où on comprend que prendre un risque et l'échec, la culture de l'échec, on parle souvent de la culture de l'échec fait partie de l'apprentissage. C'est-à-dire que quand j'échoue, j'ai appris un truc. Et il y a une bonne chance que la prochaine fois, je ne fasse pas la même bêtise. Et ça, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire en Europe en général, hein. C'est pas seulement la France. Donc, bon, je n'ai pas la solution, hein. Je vous ai dit tout à l'heure que je considère que le système éducatif français est un des meilleurs parce qu'on crée les meilleures élites. On laisse certainement beaucoup de gens sur le bord de la route, sur le chemin, mais on forme les meilleures élites du monde en mathématiques. D'accord ? Donc, ça, c'est super. Maintenant, est-ce que c'est au prix de ne pas savoir monter sur la table pour pouvoir expliquer et juste des fois faire rêver avec des choses qui sont prospectives et qui sont risquées? C'est possible, je ne sais pas. Mais ça serait bien qu'on apprenne un peu. Alors c'est difficile d'apprendre le risque, hein, mais ça serait bien juste de laisser un peu couler de temps en temps les choses quand ça ne se passe pas très très bien. Voilà. Donc ça, c'était pour les investissements. Et la dernière partie qui est sur la régulation, alors là, je ne vais pas être sympa, là. D'accord ? Je ne vais pas être sympa du tout. Donc je ne sais pas si vous avez, d'une manière ou d'une autre, participé à l'AI Act, mais l'AI Act est une aberration. C'est une aberration totale, qui a été voulue par votre collègue Breton en février 2023. D'accord ? Dans un esprit de l'IA générative arrive, il faut se dépêcher de faire un truc. Et on a fait n'importe quoi. On a fait absolument n'importe quoi. Alors, vous savez certainement comment il marche, cet AI Act. Il y a 4 niveaux. 4 niveaux de risque. D'accord ? Donc, c'est pas trop risqué, c'est un peu risqué, c'est très risqué, et c'est interdit. Alors, moi, évidemment, ce qui me gêne, c'est l'interdit. D'accord ? Parce que l'interdit, si on avait interdit des choses en comprenant ce que c'est, ça aurait été chouette. Mais en fait, on n'a rien compris. Et surtout, on n'a pas demandé aux gens qui comprenaient. Et on a collé, donc, dans le dernier paquet, là-haut, on a collé des gros sacs de choses qui sont peut-être, un jour, utilisables et intéressantes. Mais on l'a mis parce que ça faisait partie du gros sac qu'on avait considéré, a priori, sans avoir aucune notion de comment on pourrait utiliser ces choses-là. Et donc, on se tire une balle dans le pied, en fait, pour l'innovation. On se tire une balle dans le pied avec cet AI Act, parce qu'on s'interdit à faire des choses qui, peut-être, seront bonnes. Le niveau de granularité de ces gros sacs qu'on a mis dans ces différents buckets, dans ces différents seaux, on va dire,
la granularité est trop importante. D'accord ? Et le problème avec Bruxelles, je ne sais pas si c'est le même avec vous, mais le problème avec Bruxelles, c'est qu'une fois qu'un truc est dans un sac, pour le sortir du sac, ça va prendre 5 ans, 10 ans. D'accord ? Et ça, c'est un peu embêtant, parce que la flexibilité, on va dire, de Bruxelles n'est pas vraiment son forté. Donc, ça, c'est très, très embêtant. Et en plus, un truc rigolo, alors rigolo moyen, en fait, moi, ça me fait plutôt pleurer, c'est que la plupart des actes, je ne sais pas comment on dit, de l'AI Act, la plupart des... Comment on dit ça bon, je ne sais plus, c'est ce que vous faites tous les jours. Hein. Des lois, enfin des directives qui sont, merci, des directives qui sont dans l'AI Act sont en contradiction avec RGPD. Et donc ça, c'est quand même extraordinaire, parce que les deux gars, là, bon, RGPD et AI Act, jusqu'à preuve du contraire, ils sortent de la même commission. Et aujourd'hui, il y a un cas qui existe aux États-Unis, qui est un cas Apple contre Meta. Et Apple contre Meta, je peux vous annoncer officiellement que c'est un truc qui va durer 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, parce que c'est absolument insolvable. D'un côté, il y a Meta qui dit à Apple, l'AI Act me dit qu'il faut que tu me donnes accès à toutes tes fonctionnalités qui sont sur l'iPhone. Et de l'autre côté, Apple dit, mais RGPD me dit, je n'ai pas le droit de te donner accès à mes fonctionnalités qui sont sur mon iPhone. Voilà. Donc ce cas-là, bonne chance. C'est parti pour 10-15 ans et il n'y a absolument aucune résolution. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver avec des batailles juridiques absolument extraordinaires autour de l'AI Act, parce que l'AI Act est une aberration totale. Et en plus de ça, donc, ça va nous générer des... en fait, les entrepreneurs français ont déjà décidé de prendre des avocats en disant, de toute façon, on ne va pas respecter le truc. Et ils ont raison. Voilà, voilà. Alors, même si on va accélérer, je suis désolée, mais si on veut que l'ensemble de nos collègues puissent poser des questions, Monsieur Julia partant à 11h, ça va être difficile. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'être concis. Néanmoins, on va quand même prendre les questions 3 par 3. Mais je sais que vous aurez... voilà. Franck Montaugé. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur Julien pour cette présentation et surtout la liberté de ton et de pensée qui est la vôtre, qui doit caractériser toutes ces personnes qui travaillent sur ces systèmes. Merci beaucoup. Alors une question un peu en marge. J'aime bien ça. Aujourd'hui et depuis l'avènement du numérique, de la data numérique, le pouvoir est dans le code. Il y avait même un article célèbre de Laurence Lessig, je crois, de la fin du siècle dernier, qui titrait Code is law. Le développement de l'intelligence artificielle, comme ses potentialités, renforce ce constat que le pouvoir est dans le code. Montesquieu, qui a été le concepteur, on le sait, de la théorie de la séparation des pouvoirs, disait que pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Alors, de fait, on commence à mesurer les effets positifs ou négatifs de l'intelligence artificielle utilisée comme outil, notamment dans la vie publique. Pensez-vous que l'intelligence artificielle, dans certains domaines, comme celui de la vie démocratique et publique, pose un problème ou des problèmes d'abus de pouvoir? Et si oui, quelle implication doit être ou pourrait être celle du politique, dont en principe on fait partie? Voilà, première question. L'intelligence artificielle peut-elle être utilisée comme une vigie pour mettre en évidence les dérives ou les abus dont elle peut aussi être la source ou le moyen? C'est bon? Je vous remercie. OK. Vous voulez répondre au fur et à mesure, vous préférez? Ah, pardon, c'était... D'accord. Ouf, allons-y. Allez, Rémi Cardon, rapidement. Pareil, deux questions. Déjà, la première, excusez-moi, je vais peut-être vous tutoyer. Dit Luc, est-ce que Siri nous écoute? C'est vraiment
une question que je me pose, puisqu'on voit certaines sorties dans la presse, et notamment il y a une affaire en cours sur des enregistrements qui violeraient la RGPD. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, sans monter sur la table, c'est est-ce que l'IA va nous permettre de travailler mieux pour vivre plus? Voilà, puisque vous parlez tout à l'heure d'avoir des perspectives. Très bien, très concis, Rémi. Merci. Éric Dumoulin. Oui, je vais être tout aussi concis. Merci pour votre présentation absolument géniale. Moi, j'ai juste une question. Il y a des pays comme la Finlande, etc., qui se sont lancés dans une logique d'éducation, entre guillemets, de masse, si on peut le dire, au moins 1% de la population, à la fois pour mieux maîtriser, mais aussi mieux comprendre les éventuelles dérives de l'IA. Qu'est-ce que vous verriez en France comme plan possible, aussi bien auprès des lycées, des universités, éventuellement dans le cadre de la formation professionnelle, pour justement mieux appréhender toutes les difficultés que vous mettiez en évidence? Merci. Merci pour la concision de vos questions. Monsieur Julien. Bon, je vais essayer de me rappeler. On va vous aider. Donc, pour ce qui est du pouvoir et des IA en général, comme tous les outils, les IA peuvent être utilisés à bon et à mauvais escient. Le marteau peut être utilisé très bien pour planter le clou, il peut être utilisé très bien pour vous taper sur la tête. Contrairement à ce qu'il aurait pu être interprété par rapport à ce que je viens de dire sur les AI Act, je suis pro-régulation. C'est-à-dire qu'on doit réguler. Mais on doit réguler quand on comprend. On ne doit pas réguler a priori. Donc réguler a priori est une bêtise absolue, d'accord? C'est ce qui se passe avec les AI Act. Je pense que réguler a posteriori, des fois c'est un peu embêtant parce qu'on laisse des victimes sur le bord de la route, hein, et c'est ce qui se passe aux États-Unis en général, d'accord? Donc on est a posteriori, mais sur la jurisprudence. Mais bon, il y a certainement un juste milieu qui fait qu'on doit avoir des gens qui comprennent le machin pour pouvoir réguler le machin correctement. Donc, pour répondre à votre question, c'est les deux. D'accord? L'IA peut être, d'un côté, juge et donc faire les choses correctement dans la partialité, dans tout ce qu'il faut. Et en même temps, on peut utiliser l'IA pour faire en sorte de démonter tous ces mécanismes. Donc, c'est en fait après soit la régulation, soit l'éthique, qui fait que chacun d'entre nous, les entreprises, vont décider, ou l'État va décider ce qu'il en est. Je n'ai pas répondu sur la régulation mondiale tout à l'heure. En fait, bon, l'ONU, ça marche pas, vous décidez. Moi, je trouve que ça marche pas trop bien. Hein. Donc, du coup, une régulation mondiale, je ne sais pas si ça marcherait. Par contre, quand vous regardez ce qui s'est passé avec les accords SALT, avec le nucléaire, avec la bombe atomique, on va dire, dans les années 60, 70, 80, d'accord, les accords SALT ont été quelque chose qui était bilatéral entre l'URSS et les USA, mais ça a quand même bien marché. Bon, même si les tensions continuent à être là, mais ça a quand même freiné quelque chose où on était tout près de faire péter le monde. D'accord ? Donc, une régulation mondiale est compliquée. Par contre, bon, une prise de conscience mondiale est des fois possible. Donc, du coup, cet équilibre, c'est à nous de le décider et c'est aux régulateurs, à un moment donné, qu'il soit à n'importe quel niveau, de le décider. Okay. Siri nous écoute pas. Donc effectivement, il y a plein de choses qui sont en cours, aussi bien en France, enfin en Europe qu'aux États-Unis. C'est physiquement impossible, en fait. Bon, et je suis assez bien placé pour vous le dire. C'est absolument impossible d'écouter tout le temps, d'accord, et de le storer, de le mettre sur des disques. Pas possible, il y a trop de choses qui seraient dites. Donc ça, c'est idiot, en fait, de penser que ça serait possible. Par contre, les attaques qui sont faites aujourd'hui contre Siri, c'est des attaques qui ont du sens dans le sens où, des fois, il y a des phrases qui sont des phrases qui ne sont pas bien reconnues, et on considère qu'il y a un threshold, une limite, qui est une limite à 70%, qui, quand on n'est pas sûr à moins de 70% de la reconnaissance de la phrase, cette phrase est extraite, anonymisée, et envoyée à des humains qui vont écouter et qui vont écouter la phrase pour savoir pourquoi elle n'a pas été reconnue correctement et comment on peut améliorer le modèle pour que la prochaine fois, une phrase du même type soit mieux reconnue. D'accord ? Donc, c'est rare, c'est très rare par rapport aux millions. Il y a 500 millions d'utilisateurs quotidiens de Siri aujourd'hui. 500 millions. D'accord ? Il y a des gens qui écoutent, et des gens qui se plaignent, et des gens qui sont sortis en disant, les lanceurs d'alerte, qui sont sortis en disant « Oh là là, on m'a fait écouter des phrases de gens, machin. » Ouais, oui, c'est le boulot, en fait. Ça s'appelle comme ça, d'accord ? Et on vérifie qu'on essaye de comprendre pourquoi ça a été mal reconnu. Et donc, c'est pour l'amélioration
du reconnaisseur. Ce n'est pas systématique, c'est seulement sur des cas particuliers. Donc, évidemment, de toute façon, Apple n'a aucune chance de gagner ça. Donc c'est pour ça qu'ils font leur settlement aujourd'hui sur ces cas-là, parce que de toute façon, aucune chance. Deuxième question que vous aviez, c'était ? Est-ce que l'IA va nous permettre de travailler mieux ? Ouais. Bah, l'IA est un outil, donc, et Madame la Présidente l'a dit tout à l'heure, ces outils, effectivement, vont nous permettre de dégager du temps. D'accord ? Et alors là, c'est pas moi qui le dis, hein, il faut se reporter, c'est ce qu'a dit aussi Madame la Présidente, à ce qui s'est passé dans les révolutions industrielles précédentes, en l'occurrence dans les années 1850, d'accord ? Et regardez ce que nous a dit notre ami Schumpeter au début du XXe siècle. On a vu que dans l'équilibre des tâches, dans des métiers, les métiers disparaissent rarement. D'accord ? Des métiers qui disparaissent, c'est rare. Par contre, des tâches à l'intérieur des métiers qui changent et qui disparaissent, ça c'est possible. Mais par contre, il y a des tâches qui sont rajoutées, ne serait-ce que la maîtrise même de l'outil. D'accord ? Ça s'est rajouté dans les tâches. Donc du coup, il y a un équilibre qui se forme dans les métiers, mais qui font que l'utilisation de l'outil va nous apporter quelque chose. Et là, en l'occurrence, dans des métiers, par exemple, des métiers humains, on va dire, où il y a une relation humaine, bah, ça va nous permettre d'avoir encore plus de relations humaines. On se plaint souvent de notre médecin qui dit « Ah, moi, le médecin, il m'a parlé 2 minutes et demie et puis il m'a viré ». Bah là, avec les nouvelles technologies, les radiologues, par exemple, dont on a parlé il y a une dizaine d'années, on a dit les radiologues vont disparaître. Bah non, les radiologues n'ont pas disparu et les radiologues ne vont pas disparaître. Les radiologues vont avoir plus de temps pour discuter avec la patiente ou le patient, d'accord, des traitements qui sont possibles, parce qu'il y a un autre élément, qui est l'élément humain, l'élément d'empathie, qui est quelque chose qui est censé être dans leur métier, d'accord, et qui va, pour moi, et je suis optimiste, qui va réapparaître dans ces métiers-là. Et donc, dans tous les métiers, en fait, on va pouvoir dégager du temps pour se focusser sur l'essence même du métier. Et donc, j'en viens à votre question, à vous, là, sur l'apprentissage. Et il y a une erreur énorme qu'on peut faire, c'est se dire, on n'a plus à apprendre les métiers. Il ne faut surtout pas arrêter d'apprendre les métiers. Parce que ces compétences dans les métiers différents, hein, que ce soit boulanger, que ce soit n'importe quel métier, l'IA n'en sait rien. L'IA ne sait rien. L'IA ne comprend rien. L'IA n'invente rien. L'IA ne fait que faire ce qu'on lui demande. D'accord ? Donc il ne faut surtout pas s'arrêter de s'éduquer sur les métiers eux-mêmes. Donc ça serait une bêtise énorme. Et maintenant, apprendre à utiliser les outils, bah oui, ça, il faut apprendre, parce que si on n'utilise pas l'outil, évidemment, on risque d'être mis sur le côté, parce que ces outils, comme on vient de dire, peuvent éventuellement me faire gagner du temps, me faire gagner de la précision, me faire gagner de la qualité. C'est ça à quoi ils servent, ces outils. Et donc, la bonne nouvelle, et c'est pour ça que ce qu'on fait en Finlande, ça sert peut-être à peu près à rien aujourd'hui, c'est que la bonne nouvelle, c'est que ces nouveaux outils, les outils d'IA générative en l'occurrence, la prise en main, l'apprentissage est égale à peu près à 0. On a vu ça justement en janvier-février 2023, quand 100 millions d'utilisateurs ont pris le truc en main parce que c'était du langage naturel. Je n'ai strictement plus rien à faire. Je n'ai plus rien à apprendre. J'ai juste à parler. J'ai juste à discuter. C'est conversationnel, comme l'a dit la présidente tout à l'heure. Donc, l'apprentissage de l'outil lui-même est très très faible. Alors, ça dépend des outils. Il y a des outils qui sont un peu plus compliqués. Donc là, évidemment, il va falloir faire de l'apprentissage. C'est l'apprentissage des tâches qu'on va voir à l'intérieur de ces métiers. Mais ce n'est pas la peine de devenir tous informaticiens. Ça serait une bêtise énorme. Ça ne sert à rien d'apprendre des langages informatiques. Un langage informatique, moi, j'en apprends un en une demi-journée. D'accord ? Ça ne sert à rien. OK ? Ça ne sert strictement à rien. Par contre, apprendre des métiers, les compétences, il ne faut surtout pas les perdre. Et c'est le danger qu'on a aujourd'hui avec les nouvelles générations qui disent « Oh là là, j'ai plus besoin d'apprendre l'informatique parce que ça code tout seul, le truc. » Ça ne code pas tout seul. Je veux dire, le truc, il va pondre du code, mais si je ne le corrige pas avec mes compétences, bah, ça va être du caca. D'accord ? Donc, faisons attention de surtout pas perdre nos compétences. Merci. Alors, nouvelle série de questions avec Yannick Jadot. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur. Tout votre exposé, c'est quand même de nous expliquer que finalement il n'y a pas à ce point de révolution technologique et qu'au fond un outil est neutre politiquement et ça dépend ce qu'on en fait. Est-ce qu'on n'est quand même pas rentré aujourd'hui
dans quelque chose qui, démocratiquement, pose énormément de questions. Cette recherche, ce développement d'outils, il est aujourd'hui parfois soutenu par de l'argent public, mais il est quasi exclusivement privé, et que celles et ceux qui ont pris en main une partie de cette économie ont une pensée politique. Je veux dire que beaucoup dans la Silicon Valley et soutenu Donald Trump n'est quand même pas neutre technologiquement et évidemment pas démocratiquement. Qui est derrière ces technologies aussi des appétits libertariens au sens y compris de la suppression de l'État et de toute forme de régulation n'est pas neutre. Quand l'intelligence artificielle permet, au-delà de tout ce qui a été fait avant, de collecter les émotions, de collecter les intimités et d'essayer de dicter des comportements, ça percute, ça perturbe pas, ça percute complètement nos fonctionnements démocratiques. Et alors peut-être que les initiatives de Breton ne sont pas les meilleures, mais vous voyez bien que notre temps démocratique, il est aujourd'hui déconnecté du temps de vos inventions. Nous, il faut quand même que dans la société, il y ait un débat éclairé, que les gens puissent s'en emparer, qu'ils puissent délibérer, qu'ils puissent voter, qu'on puisse mettre en œuvre. Et vous avez inventé la génération suivante avant qu'on ait mis ça en place. Donc ce que je veux dire, c'est que l'absence aujourd'hui d'une régulation très puissante et d'une capacité à porter ce débat au-delà du techno-solutionnisme, on a fait 100 milliards sur les data centers, ça y est, on est dans le jeu, ça ne pose pas les vrais sujets. Et c'est quoi la question alors? Est-ce que vous nous avez beaucoup parlé, au fond, d'une forme de neutralité technologique. Je pense que cette technologie-là n'est plus du tout neutre politiquement et percute nos démocraties. D'accord. Allez, Amel Gacquer. Merci Madame la Présidente. Alors très rapidement, j'aimerais dire synthétiquement que ça fait du bien d'entendre votre approche en fait de l'IA qui est ni dithyrambique ni alarmante, mais qui remet les choses à leur place. L'humain et l'outil et la nécessité pour l'humain de garder la main justement sur l'outil. Moi, et vous avez parlé de l'usage et c'est de ça dont je vais vous parler. J'aimerais vous entendre en fait sur l'usage massif. On en a un petit peu parlé, mais je voudrais vous entendre un peu plus précisément de chatbot. On a parlé de ChatGPT, on peut aussi parler du chat. Hein. On a quand même, vous l'avez dit, certaines excellences françaises, il faut les mettre en avant. On sait aujourd'hui qu'un quart de nos ados utilisent ces chatbots pour faire leurs devoirs. Et moi, je me questionne très fortement et je m'inquiète aujourd'hui sur l'impact qu'a cet usage, pas que sur les jeunes d'ailleurs, on le voit dans nos administrations, entre autres, sur l'usage de ces chatbots et sur l'impact que ça a sur l'esprit critique de nos enfants, de leur capacité d'apprentissage, leur volonté d'apprentissage. Et j'aimerais en fait pointer du doigt et vous entendre sur aujourd'hui les risques que ça peut avoir sur l'intelligence humaine, sur nos démocraties. On parlait de l'aspect démocratique et donc vers quoi aller. Merci. Merci. Et dernière série de questions pour l'instant, Anne-Catherine Loisier. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup Monsieur. Moi je voudrais revenir effectivement sur l'outil IA et avoir votre vision. Est-ce que pour le coup vous pensez que l'économie, l'appareil industriel français et européen s'est emparé de cet outil pour en faire un élément de compétitivité? Est-ce que vous pensez que l'industrie automobile et plus globalement dans notre volonté de réindustrialisation, l'IA est bien optimisée? Ensuite, juste une remarque pour vous dire, mais si vous n'êtes pas informé, c'est que nous travaillons quand même aujourd'hui sur des législations par rapport à la chaleur fatale, par rapport à l'usage de l'eau dans les data centers. Alors, c'est pas parfait, mais en tout cas, c'est bien dans l'optique de permettre des économies circulaires, en fait. Voilà. Et dernier point, moi, je me suis plutôt arrêtée sur votre réflexion sur le quantique. Finalement, est-ce que nous sommes suffisamment engagés sur ces aspects? Est-ce que nous avons là aussi une plus-value française sur le quantique? Et est-ce que ce n'est pas là un point sur lequel nous devrions peut-être renforcer notre intérêt? Merci. Vous avez tout retenu, vous pouvez répondre. Ouais, c'est bon, là, je les ai tous. Bon, Monsieur Jadot, vous avez raison. Les IA d'aujourd'hui sont des IA de la côte ouest. Sont des IA qui pensent comme les gens de la côte ouest. Sont des IA qui sont politiquement drivés par les gens de la côte ouest et par des gens qui sont
les Sam Altman, les Elon Musk, des gens qui sont absolument pas respectables d'un point de vue purement politique, de mon point de vue. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'en fait, je milite depuis longtemps maintenant pour le biais. Parce que ces IA sont biaisées. Déjà aujourd'hui, elles sont biaisées donc, parce que 70% du net est américain. Et donc ces IA penchent du côté de la côte ouest. D'accord ? Et donc effectivement, aujourd'hui, si vous demandez à une IA, quelle qu'elle soit, hein, Gemini, ChatGPT, etc., vous demandez aujourd'hui qui a inventé l'aviation. Qu'est-ce qu'elle va vous répondre ? Elle va vous répondre que c'est les frères Wright en 1903. Dans cette assemblée ici, on sait tous que c'est Clément Ader, 13 ans avant, en 1890. Malheureusement, ce n'est pas du tout ce que ces IA répondent, parce que ces IA répondent comme un petit écolier américain de la côte ouest. D'accord ? Et effectivement, il y a certainement des biais qui sont sous-jacents à ces IA et qui vont aller percuter, comme vous dites, les idées reçues de certains et qui vont donc alimenter une élection de Trump, par exemple, à la présidence. Grok, qui est l'IA de Elon Musk, est une aberration complotiste, d'accord ? Dans laquelle, quand vous lui posez des questions, non seulement il est là pour vous faire plaisir et pour vous répondre à vos questions, et donc plus c'est complotiste, plus il va reprendre les trucs, parce que la base de données de Grok, c'est la meilleure base de données du monde, c'est X, c'est Twitter. Donc effectivement, c'est des aberrations totales, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est le choix de Musk, parce que justement, il a un agenda politique. Donc vous avez raison, c'est aujourd'hui un problème, et c'est pour ça que je milite pour le biais. Ça veut dire quoi que je milite pour le biais ? Je veux dire qu'il faut assumer le biais. On ne peut pas débiaiser ces IA. Il y a les data scientists qui disent, idéalement, il faudrait que les data ne soient pas biaisés et qu'on ait un truc qui soit... quelque chose qui soit commun à tout le monde et qu'on soit tous d'accord. Ça n'existe pas, ça. D'accord ? Et donc, moi, je veux créer des IA biaisées, françaises, européennes, africaines, singapouriennes, qui vont donner les réponses biaisées de ce que donnerait un petit Français à l'école, ce que donnerait un petit Africain. Aujourd'hui, l'Afrique n'existe plus. Dans le net, elle n'existe pas. L'Afrique, elle est culture, pas écrite, mais culture orale, n'existe pas dans le net. Et donc, du coup, les IA qui sont basées là-dessus, il n'y a pas d'IA africaine, n'existe pas. D'accord ? IA française, on a le chat, effectivement, donc, mais le chat, même des fois, répond les frères Wright. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on sait que ça commence à pencher un tout petit peu sur la côte ouest, étant donné que maintenant, c'est Microsoft qui a la main sur le chat. Bref, donc, vous avez raison, c'est un problème. Vous avez raison aussi sur le fait qu'il faut réguler tout ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pro-régulation. D'accord ? Mais je suis pro-régulation, comme vous l'avez dit, après qu'il y ait eu débat, pas avant. Le problème de votre ami breton et vos amis à Bruxelles, c'est que ils ont pris des décisions. J'y peux rien, hein, vous y étiez. C'est comme ça. Donc le problème, c'est que ces décisions ont été prises a priori, avec des a priori, justement, qui sont pour moi pas les bons. D'accord ? Donc c'est un gros problème. Et je suis pour le débat démocratique, et je pense qu'on devrait avoir ce qu'on appelle le grassroots chez nous là-bas, où c'est les gens qui, une fois qu'ils utilisent les machins, disent ça, éthiquement, c'est pas ce que je veux. Il y a un problème. Et je voudrais que ça soit que la représentation nationale, en fait, représente vraiment ce que pensent les gens. OK ? Est-ce qu'il existe des IA de fact-checking qui permettraient effectivement d'interroger la production d'IA qui corrigerait l'histoire de... Il y en a, donc c'est des IA super spécialisées, d'accord ? Donc dans des domaines comme, par exemple, des journalistes. Radio France, par exemple, a créé une IA locale qui fait du fact-checking. D'accord ? Donc c'est plus ou moins bon, hein. Il y a pas, c'est pas du 100%, encore une fois, mais c'est relativement intéressant et j'utilise ça. D'accord ? Je trouve que je suis administrateur de Radio France, donc je connais un peu. Vous, c'était les jeunes. Ah oui, c'est très intéressant en fait. Donc,
moi, j'interviens, je fais 150 conférences par an, 3 par semaine, et j'en fais énormément dans les écoles. D'accord ? J'en fais énormément dans les écoles, justement, pour faire respirer un peu les enseignants. Parce que les enseignants ont très peur et ont effectivement la vision de ce que vous avez dit, où les gamins, les élèves, utilisent aujourd'hui les IA pour faire leurs devoirs et ne réfléchissent plus et deviennent des idiots, en fait. Hein. Si vous connaissez tous le film Idiocratie de 2003, d'accord, c'est un film qui est court, donc, mais qui est idiot, mais qui est court, donc c'est la bonne nouvelle, mais qui montre quand même qu'on peut créer une société d'idiots avec les technologies, où ils ne réfléchissent plus et ils font complètement confiance à ces robots, mais on s'aperçoit évidemment qu'il y a une autre caste, qui est la caste du dessus, qui, elle, contrôle les robots, d'accord, et c'est la caste qui vraiment est intelligente. Donc, bon, créer des idiots, c'est facile. Et on y arrive aux États-Unis, on y est arrivé. Hein. On a quand même 50% d'idiots qui votent pour Trump. Donc, non, il faut vous dire les choses. C'était par design. C'était fait par design. Hein. C'était fait dans les années 80 par Bush numéro 1, qui a éliminé tout ce qui était éducation, finalement. Et donc, on a créé des idiots pour pouvoir voter Trump 30 ans plus tard. Bref. Donc, j'interviens dans les écoles et j'interviens avec les enseignants et je leur fais faire un exercice. L'exercice que je vais vous donner tout de suite. Non, je ne vais pas vous demander de le faire, mais l'exercice que je donne, c'est on va dire aux gamins, aujourd'hui, en classe, on va utiliser ChatGPT. Ah, les gamins, oh, super, ouais, super, madame, on va faire ça. Ouais, c'est bien, allez-y, les gars. Donc déjà, on va créer le prompt, parce que le prompt, c'est le truc le plus intéressant. Et je veux que vous créez un prompt pour me générer la biographie de Victor Hugo en 2 pages. Très bien, on réfléchit un peu, il n'y a pas à réfléchir beaucoup, là, le prompt il est assez simple. Hein. Génère-moi la biographie de Victor Hugo en 2 pages. Très bien, on a réussi à faire ça. On tape le machin, pouf, 15 secondes, on a la biographie de Victor Hugo en 2 pages. Ouais, madame, c'est bon, c'est fini, on part en récréation. Ah non, c'est là que ça commence en fait. Ce qu'on va faire un truc incroyable. On va relire. Le truc, bon déjà, il faut savoir. Donc, il faut savoir lire. Bon, bref. Donc, on va relire le truc. Victor Hugo est né le 18 mars 1802 à Besançon. Gna, 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 gna. Ah, mince. Il est né en février. Ça commence mal. Bon, évidemment, alors la prof, il faut qu'elle connaisse la vie de Victor Hugo. D'accord ? Parce que sinon, ça va être un peu embêtant. Donc, il faut montrer que le sachant sait. D'accord ? Et donc, le prof, la prof, ici, est la clé, est la référence. Et elle va le montrer, elle va le démontrer, et elle va démonter ChatGPT. Elle va démonter les croyances des élèves. Parce qu'effectivement, statistiquement, rappelez-vous, 64%, ouais. Statistiquement, dans les 2 pages, il va y avoir 5 erreurs. D'accord ? 5 erreurs. Et quand on va relire, on va trouver les 5 erreurs. Et ça, les gamins, au fur et à mesure qu'on trouve les erreurs, ils vont dire « Oh purée, mais donc je ne peux pas faire confiance au truc. » Ben non, tu ne peux pas faire confiance. Et il y a un truc qui est super intéressant, c'est que tu vas pouvoir faire du fact-checking. Ouais. Ah, il est parti. Tu vas pouvoir faire du fact-checking, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire des choses incroyables, aller voir l'Encyclopédie Universalis, à une autre source, du papier, machin. Et donc ça, il y a une prise de conscience, d'accord ? L'esprit critique dont vous parlez commence à être un peu plus exacerbé ou au moins commence à avoir un minimum de naissance. Et ben, en fait, on se retrouve avec... Encore une fois, il faut que le sachant sache. D'accord ? Mais si le sachant sait, le respect s'établit, le respect de l'outil descend. D'accord ? Et on se retrouve avec quelque chose qui est beaucoup plus agréable. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne fait pas ça. D'accord ? On ne fait pas et on baisse les bras. Et on dit, je ne peux plus rien faire. J'ai l'outil en train de me bouffer. Et les élèves font ça. Et moi, je suis perdu et je ne sais pas quoi faire. Bah, si tu es perdu, réfléchis. Voilà. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Et je pense que j'ai répondu à votre question. Oui. Votre question à vous ? Quantique. Ah, quantique. Ouais. Alors, l'outil IA dans l'industrie, c'est... Alors, dans les boîtes du CAC 40 en 2023-2024, en moyenne, les boîtes du CAC 40 ont fait 170 POC.
des POCs, des Proof of Concept, en utilisant les IA génératives. En moyenne, 170 POC par boîte du CAC 40. C'est beaucoup de POC. D'accord ? Beaucoup de POC où on s'est aperçu que ça ne marchait pas. D'accord ? On s'est aperçu que c'était cher. On s'est aperçu que c'était compliqué. D'accord ? Sur les 170 POC en moyenne, il y en a 10 qui ont été implémentés. Ce qui est pas mal, finalement. D'accord ? Ça fait 5%. C'est, bon, pourquoi pas, hein ? Donc c'est pas trop mal. 5% dans l'innovation, c'est bon. Hein ? Mais 10 implémentés, ça veut dire qu'il y a eu des choses qui sont implémentées. Vous savez, ça suit exactement ces IA. Vous connaissez tous la courbe de Gartner. D'accord ? La courbe de Gartner de hype. Donc vous avez des technologies qui commencent là, ici à gauche. Elles montent, on est dans le hype. Donc ça, c'était janvier-février 2023. On était dans le hype total avec les IA génératives. Et puis on s'aperçoit que c'est de la merde. Pardon. Mais on s'aperçoit que c'est pas bon. Donc il y a ce drop qui est énorme, d'accord, qu'on a tous constaté parce qu'il y a les erreurs, les hallucinations. Et puis après, il y a le rebond. Et le rebond est une stabilisation, pas au niveau du hype, mais une stabilisation. Et donc l'utilisation dans les industries, l'utilisation dans la vie de tous les jours. Les technologies, en général, quand elles arrivent à faire tout le cycle, ce qui est peu, hein, il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent. Par exemple, le metaverse, il est resté coincé quelque part là, vous voyez. Mais bon, donc les technologies, quand elles arrivent à parcourir toute la courbe, en général, ça met entre 5 et 10 ans. D'accord ? Ce qui est long, mais ce qui est normal. Les IA génératives, ce qui est absolument exceptionnel, c'est qu'elles ont parcouru toute la courbe avec donc, des applications qui sont arrivées au bout de 18 mois. Donc c'était absolument exceptionnel. Et pourquoi ? À cause de ce fameux prompt, encore une fois, qui nous permet d'avoir une prise une prise en main de ces IA assez facile. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'industrie en général, aujourd'hui, dans toutes les industries, et celles que je connais en particulier, on a implémenté effectivement pas mal de choses dans les usines elles-mêmes, pour les cols blancs, des outils qui sont par exemple pour les gens qui font les achats. On a des outils spécifiques qui sont très, très spécifiques. Encore une fois, plus c'est spécifique, plus ça marche. D'accord ? Les 64% dont je parlais tout à l'heure, quand on arrive à faire des choses qui sont spécifiques, on arrive à du 98-99% de pertinence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas relire les trucs. Ça veut dire juste que les pertinences vont être très, très bonnes et vont nous permettre d'avoir un outil dans lequel je vais avoir confiance parce que je vais avoir rajouté mes propres données. Et à partir du moment où je mets mes propres données, je peux avoir confiance. Donc dans l'industrie, donc dans mon industrie à moi, on a rajouté ça. Et aujourd'hui, vous avez tous acheté une Renault 5, évidemment, au mois de décembre. Et dans la Renault 5 de Renault aujourd'hui, il y a de l'IA générative que mon équipe a réussi à mettre en quelques mois seulement. Et on a cette IA générative qui, d'après les derniers chiffres d'utilisation, est un hit. Et donc, on est très fiers. Voilà. Donc... ça, c'est pour l'utilisation dans l'industrie en général. Le quantique, alors moi je suis mathématicien, je ne suis pas physicien. Hein. Je ne comprends rien. Okay, donc il faut être très clair, je comprends rien, j'essaye, mais je ne comprends strictement que dalle. Et c'est embêtant que je ne comprenne rien, parce que bon, j'essaye quand même. Et le problème, c'est que les gens qui font du quantique, qui sont honnêtes, qui font du quantique, ils disent on n'en sait rien en fait. On ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas. On essaye, on fait des trucs. Il y a deux grandes écoles. Il y a l'école du moins 273 degrés. L'école du moins 273 degrés, c'est l'école qui dit on va faire des trucs qui vont stabiliser les atomes au niveau 0, au degré 0 de Fahrenheit. Et donc, moins 273 degrés, c'est stable, c'est bien, mais c'est frais. Et donc, du coup, c'est frais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut énormément d'énergie pour arriver à ces moins 273 degrés. Et donc cette école-là est morte. D'accord ? Mais c'est l'école d'IBM, c'est l'école de Google, c'est l'école des Américains, mais c'est mort. C'est mort, mais les Américains, ils s'en foutent de l'énergie. À cause de l'autre bouffon, là, maintenant, qui est là. Donc ils s'en foutent complètement. Excusez-moi, l'autre bouffon, c'était Trump. Non, mais pour être sûr, vous voyez, c'est pour mettre une couche, pour être sûr. Donc ça, c'est compliqué. Donc il y a une autre école, qui est une école où on fait un peu moins frais, d'accord ? Mais le problème du un peu moins frais, c'est que la stabilité des atomes n'est pas là. Et donc, du coup, on est obligé de stabiliser les atomes, entre guillemets, avec des mathématiques, avec des statistiques. Et donc, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on revient là, et donc on dit, là, on comprend. Là, on comprend, mais on comprend aussi que c'est statistique. Et donc, du coup, ça va être compliqué. Et du coup, le quantique, bon, il y a des trucs, alors des acteurs français, il y en a plein. D'accord ? Et on est, encore une fois, on est bons là.
on a plein de boîtes qui sont très bonnes. On n'est pas les pionniers, parce que les pionniers étaient les Google et les IBM, donc il y a une dizaine d'années maintenant. Mais ce qu'on fait, on est dans cette partie-là, et ce qu'on fait, c'est intéressant. Mais honnêtement, on ne sait pas quand ça va arriver, si ça va arriver. Et de toute façon, on ne sait pas non plus ce qu'on va pouvoir faire avec. Parce qu'une addition en quantique, c'est très, très, très compliqué. D'accord ? Les mathématiques, ce n'est pas de la physique. Alors, on va essayer de ne pas vous mettre en retard. Il reste 4 questions. Vraiment, soyez très concis. Bernard Buis, concis. Merci, Madame la Présidente. Rapidement, une question. Donc, les voitures connectées collectent une grande quantité de données. Quelle est votre position sur la propriété de ces données? Doivent-elles revenir au constructeur, à l'utilisateur ou une entité tierce? Henri Cabanel. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur Julia. Un nom qui nous est commun ici au Sénat. Merci pour votre façon très pédagogue pour nous expliquer donc l'IA. Vous l'avez dit, l'IA peut être donc le meilleur comme le pire. Et notre rôle en tant qu'élu, c'est d'éviter au maximum le pire. Voilà. Vous l'avez dit, pour éviter le pire, il faut réguler. Et réguler, ça veut dire légiférer. Et vous avez parlé donc d'un ancien commissaire européen, M. Breton, qui a essayé de faire, mais qui, d'après vous, n'a pas réussi. Est-ce que vous pensez que les élus que nous sommes, et plus particulièrement les parlementaires que nous sommes, nous avons bien compris la transformation culturelle que nous oblige l'IA pour bien légiférer? Autrement dit, est-ce que nous sommes en capacité aujourd'hui, ne comprenant pas toujours comme il faut ce que c'est l'IA, même si ici il y a quelques experts, mais moi je me considère comme pas expert du tout, comment peut-on arriver à bien réguler, sachant qu'on ne comprend pas toujours tout? Oui. Daniel Fargeot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, et permettez-moi de vous dire merci Professeur, votre clairvoyance cartésienne fait plaisir à entendre. Vous le savez, le Sénat est le représentant des collectivités. Alors très rapidement, vous le savez, les services publics doivent s'adresser à tous et s'adapter à tous. Pensez-vous que l'utilisation de l'IA dans le fonctionnement des services publics à destination des usagers soient en mesure de répondre à cet impératif? Enfin, vous l'avez dit, vous avez souligné que générer 100 mots sur ChatGPT, c'est environ 3 litres d'eau. Comment pensez-vous qu'il est possible de concilier l'utilisation de cette technologie sans affaiblir l'ambition collective en matière de transition écologique? Enfin, j'ai demandé à mon nouvel ami ChatGPT de me donner sa vision sur Luc Julia. Je la partage. Merci. Et Christian Redon-Sarrazy. Oui, une dernière question. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Julia, pour ces approches assez disruptives et qui font du bien, qui peut-être peut répondre aussi à la question que posait Henri Cabanel. Mais moi, je voudrais avoir votre avis sur ce qu'on entend parfois pour des chercheurs qui disent que d'ici 100 ans, il y a 70 à 100% de chances que l'IA entraîne la fin du monde. Pardon. Et peut-être dernier point. Vous nous avez rien dit, s'il vous plaît. Et vous nous avez rien dit sur DeepSeek, si vous arrivez aussi à nous dire quelques mots. Alors attendez, qui a commencé là? Alors c'est vous qui avez commencé. Les véhicules autonomes, les données. Ouais, collection de données. Donc à qui ça appartient? Ça appartient à l'utilisateur. L'utilisateur va donner après potentiellement le droit à des services, que ce soit les services qui soient proposés par la compagnie de voitures ou d'autres services. Et ça doit être l'utilisateur qui donne le droit d'utiliser les données à ces services. Et donc il y a des services qui vont être importants, des services qui vont vous permettre d'avoir plus de sécurité, etc. Il y a des services qui vont être moins importants, plus de divertissement, et on a la possibilité de pas forcément opter pour ça. Ok ? C'est vous après ? Les parlementaires, légiférer. Le fait même que je sois là, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que vous écoutez, vous apprenez, et on est là pour ça. Et faites ça avec d'autres que moi, d'accord ? Faites ça avec Yann Lequin, faites ça avec des gens qui savent, qui connaissent les IA. Faites pas ça avec des gens qui disent n'importe quoi, comme Laurent Alexandre. Ça, c'est dit. Il y avait Daniel Fargeot d'abord. Ouais. Alors, oui, c'est fait pour Laurent Alexandre, ça me fait plaisir. Les services publics. Alors, évidemment,
comme tous les outils, évidemment, les outils d'IA peuvent aider. Il faut les orienter correctement. La bonne nouvelle, c'est que comme ils sont faciles à utiliser par la voix, par exemple, hein, comme on a dit tout à l'heure, par le langage naturel, la bonne nouvelle, c'est que ça va être beaucoup plus accessible pour beaucoup plus de personnes. Donc ça va être très intéressant. Il faut évidemment diriger le truc correctement et être sûr que ça va vous donner des bonnes réponses et que ça ne parte pas en vrille et que ça ne vous raconte pas n'importe quoi. Transition écologique, on en a parlé, c'est évident qu'il faut faire attention, il faut comprendre et il faut s'éduquer sur ces trucs-là. La fin du monde. Bon, la fin du monde... Christian, la fin du monde. Ouais, la fin du monde, c'est non. Hein. Donc on va se calmer un tout petit peu. C'est pas... bon, déjà, 70 ans, nous, on s'en fout. Mais la réalité, enfin peut-être pas vous là-bas, mais moi perso je m'en fous. Mais non, mais ça va pas se passer. De toute façon, si vous voulez, le problème que j'ai avec l'IA qui est présentée dans les médias, dans certains médias, c'est l'IA que j'appelle de Hollywood. Et donc l'IA de la science-fiction, l'IA de Terminator, l'IA de Her. Faut arrêter les conneries. D'accord ? Le truc, c'est que l'IA, les IA, comme je dis, ce sont des outils particuliers qui vont nous servir à faire des trucs, d'accord, qui sont potentiellement dangereux, on en a parlé déjà, mais la fin du monde, il faut arrêter. Comparer l'IA avec le nucléaire, par exemple, avec la bombe atomique, je veux dire, là, il faut avoir fumé des trucs. Hein. Donc, il faut arrêter. Et finalement, DeepSeek, alors moi, j'appelle DeepShit. Hein, je l'appelle DeepShit parce qu'on ne sait pas, en fait. Vous avez dit dans votre exposé au départ, vous avez dit c'est beaucoup moins cher. Ça a été fait d'une manière beaucoup moins chère. On n'en sait rien, en fait. On ne sait pas exactement ce que M. Xi a donné et pas donné. D'accord ? Donc, on ne sait pas comment le modèle a été créé. On n'en sait rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le modèle à l'utilisation, à l'inférence, est plus frugal. Et ça, c'est vrai. Ça, on peut le vérifier parce qu'il est open source. Donc, on peut vérifier. On vérifie effectivement que c'est malin. Ce qu'ils ont fait, c'est malin. Et donc, j'aurais aimé, franchement, que ce soit les Français qui le fassent. D'accord ? Alors, encore une fois, on ne sait pas comment ça a été créé. Mais par contre, à l'utilisation, c'est malin, c'est plus frugal. Ça aurait dû être français. D'accord ? C'est un peu ce que fait Mistral, ont des modèles qui sont des modèles plus frugaux et qui sont malins aussi. Donc, l'histoire du malin, comme je vous l'ai dit avant, c'est que nous, en France, on a les capacités d'être malins. D'accord ? Voilà. Et les Chinois aussi, mais peut-être qu'ils ont copié. Bon. Merci beaucoup. On aura tenu le timing. C'était passionnant. J'étais très heureuse parce que c'est en découvrant une de vos interviews... dans le Figaro, où j'ai dit à notre chef de secrétariat, je voudrais vraiment qu'on puisse auditionner M. Julia, et c'est comme ça qu'on s'est mis en relation avec vous, et on ne regrette absolument pas d'avoir pu faire cette audition physiquement avec vous, et on a bien compris que ce n'est pas la fin du monde, et en tout cas qu'on est les meilleurs, et qu'il faut être potentiellement aussi les plus malins. Merci beaucoup. Merci. Voilà pour cette audition au Sénat de Luc Julia, le concepteur de l'assistant vocal Siri, spécialiste de l'intelligence artificielle et également directeur scientifique pour le groupe Renault. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Continuez à suivre l'actualité politique et parlementaire sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur Public Sénat.